16 octobre 1984, Rivière-Vologne, département des Vosges. Un pêcheur remonte quelque chose de lourd dans son filet. Ce n'est pas un poisson, c'est le corps d'un petit garçon de 4 ans, les mains et les pieds attachés avec de la corde, le visage pâle comme de la cire. Il est mort depuis des semaines. Toute la France va suivre cette affaire. Toute la France va découvrir les secrets d'un village où tout le monde se connaît, où tout le monde se tait, où derrière les volets clos se cachent des vérités que personne ne veut dire à voix haute. Cette histoire commence 40 jours plus tôt, dans une ferme isolée, quand une mère a tourné le dos pendant 3 minutes. 3 minutes qui ont changé sa vie pour toujours. 6 septembre 1984, jeudi après-midi. Le soleil brûlait encore les collines des Vosges, cette région de l'Est où les forêts sont si profondes qu'on peut marcher des heures sans croiser une âme. Claudine Morel était dans sa cuisine, les mains couvertes de farine. Elle préparait une tarte aux mirabelles, les prunes dorées qui poussaient dans le verger derrière la maison. Par la fenêtre, elle entendait son fils jouer dans la cour. Thomas, 4 ans, des cheveux blonds coupés au bol, des taches de rousseur sur le nez, un rire qui éclatait comme des bulles. Il jouait avec son camion rouge, celui que son père lui avait offert pour son anniversaire. Elle l'entendait faire des bruits de moteur avec sa bouche, vroom vroom, comme tous les petits garçons du monde. La ferme des Morel se trouvait à 3 kilomètres du village de Saint-Rémy-des-Bois, une poignée de maisons serrées autour d'une église et d'une épicerie. Ici, dans les Vosges profondes, les fermes étaient dispersées comme des îles dans un océan de sapins. Les voisins les plus proches, la famille Laurent, vivaient à 1 kilomètre de là. On ne venait pas ici par hasard, on y naissait, on y vieillissait, on y mourait. Claudine essuya ses mains sur son tablier et jeta un coup d'œil par la fenêtre. Thomas était là, accroupi près du portail, concentré sur son jeu. Elle sourit, tout allait bien. Elle retourna à sa pâte. Le téléphone sonna. 16h30 précise, l'horloge de la cuisine venait de sonner la demie. Claudine leva la tête, surprise. Qui pouvait appeler à cette heure? Son mari Jean-Pierre était à l'usine textile de Épinal. Il ne rentrerait pas avant 19h. Sa mère peut-être, ou la voisine. Elle s'essuya les mains et décrocha le combiné accroché au mur du couloir. Allô? Silence. Puis un souffle, comme si quelqu'un respirait de l'autre côté. Allô? Répéta-t-elle plus fort. Qui est là? La respiration continua pendant quelques secondes, puis clic, on avait raccroché. Claudine fronça les sourcils. Bizarre, probablement une mauvaise connexion, ça arrivait souvent dans ces villages isolés où les lignes téléphoniques dataient d'avant la guerre. Elle raccrocha et retourna vers la cuisine. Elle se lava les mains, reprit sa pâte. 2 minutes s'étaient écoulées, peut-être 3. Elle réalisa soudain qu'elle n'entendait plus le bruit du camion, plus de vroom vroom. Le silence, un silence étrange, trop lourd pour un après-midi d'été. « Thomas » appela-t-elle en s'essuyant les mains. « Thomas, mon chéri, où es-tu » Pas de réponse. Elle traversa le couloir, poussa la porte qui donnait sur la cour. Le portail en bois était ouvert, grand ouvert. Ce portail qu'elle fermait toujours à clé quand Thomas jouait dehors. Le camion rouge gisait sur le gravier, renversé sur le côté. Le cœur de Claudine se serra. Elle courut jusqu'au portail, regarda la route de terre qui serpentait contre les champs. Vide, pas de petite silhouette blonde, pas de bruit de pas. « Thomas » cria-t-elle, sa voix se brisant. « Thomas, réponds un amant. » Le vent faisait bruisser les sapins. Les cigales chantaient dans l'herbe sèche. Mais aucune voix d'enfant ne lui répondit. Elle se mit à courir, d'abord le long de la route, puis vers le verger, puis vers l'étable. Il aimait jouer avec les poules, peut-être était-il allé voir les animaux.
Mais l'étable était vide, les poules picoraient tranquillement. Elle revint en courant vers la maison, grimpa l'escalier 4 à 4. Sa chambre, peut-être qu'il était monté dans sa chambre. Mais le lit était vide, les jouets rangés. Claudine redescendit en trébuchant, ses jambes tremblaient, sa gorge était nouée. Elle se força à réfléchir calmement. Il ne pouvait pas être loin, un enfant de 4 ans ne va pas loin en 3 minutes. Elle prit son vélo appuyé contre le mur et pédala jusqu'à la ferme des Laurent. Madame Laurent, une femme robuste avec un foulard sur la tête, était en train de nourrir ses lapins. « Vous n'avez pas vu Thomas » demanda Claudine, essoufflée. « Non, ma pauvre, » répondit la voisine. « Depuis ce matin, je ne suis pas sortie. Pourquoi? Il manque ?»« Il a disparu, » dit Claudine, et sa voix se cassa. « Je l'ai laissé 3 minutes, et maintenant je ne le trouve plus. » Madame Laurent posa son seau. Son visage changea d'expression. « Ne vous inquiétez pas, dit-elle, mais le ton de sa voix disait le contraire. On va le retrouver. Les enfants se cachent, vous savez, ils jouent. » Elles retournèrent ensemble à la ferme Morel et fouillèrent partout, le grenier, la cave, derrière le tas de bois, dans le poulailler, même dans le puits sec au fond du jardin. Rien. Il était 17h30 quand Jean-Pierre rentra plus tôt que d'habitude. Claudine l'avait appelé depuis la poste du village. Il était blanc comme un linge. « Où as-tu cherché » demanda-t-il en attrapant sa femme par les épaules. « Partout » sanglota Claudine. « Partout, Jean-Pierre. Il n'est nulle part. » Jean-Pierre rassembla les hommes du village. À 18h, ils étaient 15 à battre les bois autour de la ferme, armés de lampes torches et de bâtons. Ils appelaient le nom de Thomas entre les arbres. Les chiens aboyaient. La nuit tombait vite dans les Vosges en septembre. À 20h, ils n'avaient toujours rien trouvé. La gendarmerie arriva à 21h. 2 hommes en uniforme bleu, le brigadier Morel et son adjoint Petit-Jean, montèrent dans leur R5 de service. Claudine leur raconta tout. Le coup de téléphone, le silence, les 3 minutes, le portail ouvert. Le brigadier prenait des notes dans un petit carnet. Il ne regardait pas Claudine dans les yeux. « Vous êtes sûr que le portail était fermé ?» demanda-t-il. « Certaine, » dit Claudine. « Je le ferme toujours quand Thomas joue dehors. » Le brigadier hocha la tête lentement. Il connaissait cette famille. Tout le monde se connaissait ici. Les Morel, les Laurent, les Durand. Toutes ces familles vivaient ensemble depuis des générations, des mariages, des baptêmes, des enterrements, et aussi des rancunes, des jalousies, des haines transmises de père en fils. « On va lancer les recherches officielles demain matin à l'aube, » dit le brigadier, en refermant son carnet. « Pour l'instant, rentrez, vous reposez. Les enfants fugent parfois, vous savez. Il reviendra peut-être de lui-même. » Claudine le regarda avec des yeux rouges de larmes. « Mon fils n'a pas fugué, dit-elle d'une voix tremblante. Il a 4 ans, quelqu'un l'a pris. » Le brigadier ne répondit pas. Il remonta dans sa voiture et disparut dans la nuit. Claudine resta debout toute la nuit sur le perron de sa ferme, une couverture sur les épaules, regardant la route déserte. Attendant que son petit garçon revienne en courant, avec son rire en bulle et ses cheveux blonds coupés au bol. Mais seul le vent répondait, portant l'odeur de la résine et le bruissement infini des sapins. 7 septembre 1984. L'aube se leva froide et grise sur les Vosges. Un brouillard épais montait de la rivière Vologne, enveloppant les collines comme un linceul. À 6h du matin, toute la population de Saint-Rémy-des-Bois était rassemblée devant la mairie. 53 habitants, hommes, femmes, vieillards. Même le curé était là, son chapelet à la main. Ils formaient une ligne et commencèrent à battre la forêt, mètre par mètre. Les chiens tiraient sur leurs laisses, les hommes écartaient les fougères avec des bâtons. Claudine marchait avec eux, les yeux hagards, le visage creusé par l'insomnie.
Thomas, appelait-elle toutes les 3 secondes. Thomas, mon bébé, réponds à maman. À la tête de la battue se tenait Monsieur Durand, le maire du village. Un homme grand, la soixantaine, les cheveux gris coupés courts, toujours tirés à 4 épingles, même pour marcher dans la boue. Il portait une veste de tweed et des bottes en caoutchouc ciré. Monsieur Durand n'était pas seulement le maire, il était ce qu'on appelait un notable. Son grand-père avait été notaire, son père magistrat. Lui-même avait fait des études de droit à Nancy avant de revenir au village pour reprendre la charge de maire. Il possédait la moitié des terres cultivables, louait des fermes, présidait le conseil municipal depuis 23 ans. Quand il parlait, tout le monde écoutait. Quand il décidait quelque chose, personne ne discutait. Il marchait à côté du docteur Bernard, l'autre pilier de la communauté. Le docteur Bernard était le médecin du village depuis 35 ans. Il avait mis au monde presque tous les habitants de moins de 40 ans. Il connaissait leurs maladies, leurs faiblesses, leurs secrets. Un petit homme chauve, avec des lunettes rondes et une voix douce. Il portait toujours sa sacoche en cuir, même pour une battue en forêt. On ne savait jamais. Les 2 hommes parlaient à voix basse en marchant. « Que pensez-vous de tout ça, docteur » demanda le maire. Le médecin secoua la tête. « Un enfant de 4 ans ne disparaît pas comme ça, pas ici, pas dans notre village. » Derrière eux marchait le brigadier Morel, chef de la gendarmerie locale, un homme trapu d'une 50aine d'années, la moustache grise, le regard fatigué. Il connaissait chaque recoin de ce territoire, il patrouillait ces routes depuis 28 ans. Il savait tout sur tout le monde, qui buvait trop, qui battait sa femme, qui braconnait dans les bois. Mais il savait aussi quand fermer les yeux. C'est comme ça que ça marchait, ici, dans la France profonde. On ne rapportait pas tout, on ne faisait pas de vagues. Les notables réglaient leurs affaires entre eux. La gendarmerie ne s'en mêlait que quand c'était vraiment nécessaire. Ils fouillèrent toute la journée, chaque fossé, chaque ruisseau, chaque cabane de chasseurs abandonnée. Rien, pas une trace, pas un vêtement, pas un indice, comme si l'enfant s'était évaporé. À 18 heures, ils rentrèrent bredouille au village. Claudine s'effondra sur les marches de la mairie. Elle serrait contre elle le camion rouge de Thomas, celui qu'elle avait ramassé dans la cour. Jean-Pierre était à côté d'elle, le visage fermé, les mâchoires serrées. Il ne pleurait pas. Les hommes de cette région ne pleuraient pas. Mais ses mains tremblaient quand il allumait cigarette sur cigarette. Ce soir-là, le premier courrier arriva. Une enveloppe blanche, sans timbre, déposée dans la boîte aux lettres des Morel. Jean-Pierre l'ouvrit. À l'intérieur, un message tapé à la machine. 10 000 francs si vous voulez revoir votre fils. Attendez les instructions. Ne prévenez pas la police. Il montra la lettre au brigadier Morel. Celui-ci la tint par les coins précautionneusement. « Une demande de rançon, dit-il. Ça change tout. C'est peut-être un enlèvement. » Le maire, M. Durand, regarda la lettre par-dessus l'épaule du gendarme. « 10 000 francs, murmura-t-il. Une somme pour ces gens. Il voulait dire pour les Morel. Jean-Pierre travaillait comme ouvrier à l'usine textile. Claudine ne travaillait pas, elle s'occupait de la ferme et de Thomas. Ils gagnaient peut-être 4 000 francs par mois à eux deux. Le docteur Bernard s'approcha. « Il faut prévenir Épinal, dit-il, la gendarmerie départementale. Ils ont les moyens pour ce genre d'affaires. » Le brigadier Morel hésita. Il n'aimait pas quand les gens d'en haut venaient mettre leur nez dans son secteur. Mais il hocha la tête. « Vous avez raison, je vais appeler. » Cette nuit-là, Claudine et Jean-Pierre restèrent assis à la table de la cuisine, la lettre posée devant eux. 10 000 francs. Ils pouvaient les trouver, vendre la voiture, emprunter à la famille, hypothéquer la ferme. Mais qui leur disait que ce n'était pas un fou? Qui leur disait que Thomas était encore en vie? Claudine regardait par la fenêtre les lumières du village en contrebas. Si peu de lumière, 15 maisons, peut-être 20. Tout le monde se connaissait, tout le monde savait tout sur tout le monde.
Dans ce genre d'endroit, un secret ne pouvait pas rester secret longtemps. Alors pourquoi personne ne disait rien? Elle pensait aux regards qu'elle avait croisés pendant la battue, des regards fuyants, des gens qui baissaient les yeux quand elle passait, comme s'ils savaient quelque chose, comme s'ils avaient peur de parler. « Tu crois que c'est quelqu'un du village ?» demanda-t-elle soudain à son mari. Jean-Pierre ne répondit pas tout de suite. Il fumait en fixant la lettre. « Je ne sais pas, dit-il enfin, mais si c'est le cas, ils vont le payer. » Le lendemain matin, 8 septembre, un fourgon vert fut aperçu près de la ferme Morel. Plusieurs témoins le mentionnèrent au brigadier. Un fourgon Renault, vieux modèle, avec de la rouille sur les portes. Le brigadier nota l'information. « Vous savez à qui il appartient ?» demanda-t-il. Les témoins échangèrent des regards. « Oui, dit finalement l'un d'eux. À Michel Roche, le cousin de Jean-Pierre Morel. » Le brigadier releva la tête brusquement. Michel Roche, il connaissait ce nom. Un type bizarre, solitaire. Il habitait seul dans une vieille maison à la lisière de la forêt. Il ne parlait à personne, ne venait jamais au village, sauf pour acheter du pain et du tabac. Les enfants avaient peur de lui. Il racontait qu'il parlait tout seul dans les bois. 8 septembre 1984, le brigadier Morel prit la route forestière qui menait à la maison de Michel Roche. La maison apparut au détour d'un virage, une bâtisse en pierre grise à moitié enfouie sous le lierre. Les volets étaient fermés. Dans la cour, le fourgon vert était garé, les roues enfoncées dans la boue. Le brigadier frappa à la porte. Personne ne répondit. Il frappa encore, plus fort. La porte s'ouvrit enfin. Michel Roche apparut dans l'embrasure. Un homme d'environ 40 ans, maigre, les cheveux longs et gras, une barbe de plusieurs jours. Il portait un pull troué et un pantalon de toile crasseux. Ses yeux étaient enfoncés dans leurs orbites, d'un bleu délavé, comme l'eau d'un puits profond. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il, d'une voix rauque. Le brigadier Morel expliqua. « On cherche Thomas Morel. On m'a dit que votre fourgon a été vu près de la ferme jeudi après-midi. » Michel ne cilla pas. « Et alors? Je suis allé voir mon cousin, c'est interdit? » « Vous étiez là à quelle heure? »« Je ne sais pas, 16 heures peut-être. » Le brigadier nota dans son carnet. « Vous avez vu l'enfant? »« Non, Jean-Pierre n'était pas là, Claudine non plus. J'ai attendu 5 minutes et je suis reparti. Vous n'avez vu personne? » Michel secoua la tête. « Personne, c'était désert. Vous pouvez prouver où vous étiez après? » « J'étais à la pêche, seul, comme d'habitude. » Le brigadier hocha la tête, un alibi impossible à vérifier. Il demanda à visiter la maison. Michel hésita, puis s'effaça. « Faites ce que vous voulez. » L'intérieur était sombre et sentait le moisi. Des piles de journaux s'entassaient dans les coins. La vaisselle sale s'empilait dans l'évier. Le brigadier fouilla rapidement, ouvrit les placards, regarda sous le lit. Rien, aucune trace d'enfant. Il ressortit. « Je reviendrai peut-être avec d'autres questions, dit-il. » Michel referma la porte sans répondre. Le brigadier remonta dans sa voiture pensif. Il ne pouvait rien prouver. Mais son instinct lui disait que ce type cachait quelque chose. Ce que le brigadier ne savait pas, c'est que l'histoire entre les Morels et les Roches était ancienne et empoisonnée. 10 ans plus tôt, en 1974, une guerre avait éclaté pour un héritage. Le vieux Roche, le père de Michel et l'oncle de Jean-Pierre, était mort en laissant 15 hectares de terres forestières. Selon le testament, ces terres devaient être partagées équitablement entre ses deux neveux, Jean-Pierre Morel et Michel Roche. Mais il y avait eu un problème avec les documents. Des papiers manquants, des signatures douteuses. Jean-Pierre avait engagé un avocat. Michel n'avait pas d'argent pour se défendre. Au final, Jean-Pierre avait obtenu 12 hectares, Michel seulement 3. La famille Laurent, voisin des Morel, avait pris parti pour Michel. Le vieux Laurent, patriarche de la famille, avait accusé publiquement le père de Jean-Pierre d'avoir falsifié le testament.
Il avait crié au scandale devant toute l'église un dimanche après la messe. Mais personne n'avait rien fait. Le notaire qui avait authentifié le testament était un ami de M. Durand, le maire. L'affaire avait été classée. Michel était reparti avec ses 3 hectares de mauvaises terres rocailleuses. Il avait vendu la ferme familiale et s'était installé dans cette bicoque isolée. Depuis, il ne parlait plus à Jean-Pierre, il ne parlait plus à personne. Dans le village, on racontait que Michel était devenu fou de rage et de solitude, qu'il buvait, qu'il errait dans les bois en parlant tout seul. Les enfants l'appelaient le fou de la forêt. Leurs parents leur interdisaient de s'approcher de sa maison. Mais est-ce qu'un homme peut haïr assez pour enlever l'enfant de son cousin? Claudine ne voulait pas y croire. Malgré tout ce qui s'était passé, Michel était de la famille. Il avait tenu Jean-Pierre dans ses bras quand celui-ci était bébé. Il avait bu à leur mariage. Non, ce n'était pas possible. Mais Jean-Pierre n'était pas si sûr. Ce soir-là, il alla voir le vieux Laurent. Il fallait qu'il sache. La ferme Laurent était plus grande que celle des Morel, une belle bâtisse avec des volets bleus et un toit en tuiles neuves. Le vieux Laurent était assis sur un banc devant la maison, une pipe à la bouche. Il ne se leva pas quand Jean-Pierre arriva. « Qu'est-ce que tu veux, Morel ?» demanda-t-il sans le regarder. « Je veux savoir si vous avez vu quelque chose jeudi, si vous avez vu quelqu'un près de chez moi. » Le vieux tira sur sa pipe. « J'ai rien vu, et même si j'avais vu quelque chose, je te le dirais pas. »« Pourquoi ?» demanda Jean-Pierre, la voix tremblante. « Parce que ton père était un voleur et un menteur, et les fils paient pour les péchés des pères. » Jean-Pierre sentit la colère monter en lui. « Mon fils a disparu, il a 4 ans, et vous me parlez d'une histoire de terre qui date de 10 ans. » Le vieux Laurent cracha par terre. 10 ans, 20 ans, 100 ans, ici on n'oublie pas. Votre famille a volé la terre de Michel. Maintenant, peut-être que quelqu'un vous prend ce que vous aimez le plus. C'est la justice. Jean-Pierre fit un pas vers lui, les poings serrés. Mais la voix de Madame Laurent retentit depuis la maison. « Laurent, rentre, ne dis plus rien. » Le vieil homme se leva lentement et rentra sans un regard pour Jean-Pierre. 10 septembre 1984. Un homme arriva de Épinal dans une Peugeot 504 noire. Juge Lambert, juge d'instruction au tribunal de grande instance. La quarantaine, costume sombre, lunettes à monture métallique, une serviette en cuir sous le bras. Dans le système judiciaire français, le juge d'instruction était le maître de l'enquête. C'était lui qui décidait des perquisitions, des gardes à vue, des mises en examen. Les gendarmes travaillaient sous ses ordres. Et Lambert était connu pour être méticuleux, obsessionnel même. Il ne lâchait jamais une affaire avant d'avoir la vérité. Il s'installa dans la salle de réunion de la mairie, transformée en quartier général. Les murs étaient couverts de cartes de la région, de photos de Thomas, de notes manuscrites. Le brigadier Morel lui fit un compte-rendu complet. La disparition, la lettre de rançon, le fourgon vert, Michel Roche. Lambert écoutait en prenant des notes dans un petit cahier. Il ne posait pas de questions, il notait juste. Quand le brigadier eut fini, Lambert leva les yeux. « Cette histoire de terre, dit-il, racontez-moi tout, depuis le début. » Le brigadier hésita. « C'est une vieille affaire, monsieur le juge, ça n'a rien à voir. »« Laisse-moi en juger, » répondit Lambert sèchement. Le brigadier raconta. L'héritage, le testament contesté, la dispute, la rupture entre les 2 cousins. Lambert notait toujours. Et ce Laurent, le voisin, il a dit quoi exactement? Le brigadier répéta les mots du vieux. Lambert hocha la tête. Intéressant, très intéressant. Je veux voir Michel Roche. Amenez-le pour un interrogatoire. Maintenant. Michel arriva à 17 h dans le fourgon vert conduit par un gendarme.
Il entra dans la salle, les mains dans les poches, l'air absent. Le juge Lambert l'observa un long moment avant de parler. « Asseyez-vous, monsieur Roche. » Michel s'assit. Il ne regardait pas le juge, il regardait ses mains. « Où étiez-vous jeudi 6 septembre entre 16h et 19h? »« À la pêche. »« Où exactement? »« Vers la Vologne, du côté du vieux pont. » Quelqu'un peut confirmer? Non, j'étais seul. Vous pêchiez quoi? Rien, ça ne mordait pas. Le juge Lambert se pencha en avant. Vous êtes passé voir votre cousin Jean-Pierre ce jour-là? Oui, pourquoi? Pour lui emprunter de l'argent. Vous lui devez de l'argent? Michel releva brusquement la tête. C'est lui qui me doit. Il me doit 12 hectares de forêt. Le juge hocha la tête. Ah oui, l'héritage. Vous lui en voulez toujours? Michel ne répondit pas. Son visage s'était fermé. Vous êtes fâché avec votre cousin depuis 10 ans. Assez fâché pour vouloir lui faire du mal? Je n'ai rien fait à cet enfant. Le juge ouvrit un dossier. Vous avez été condamné en 1979 pour vol. Vous avez pris des outils dans une ferme voisine. 6 mois avec sursis. C'est quoi le rapport? Le rapport, monsieur Roche, c'est que vous avez un casier judiciaire, c'est que vous êtes isolé, que vous vivez seul, que personne ne peut confirmer vos allées et venues, c'est que vous étiez près de la ferme Morel exactement au moment où l'enfant a disparu. Michel se leva brusquement. « Vous n'avez rien contre moi, rien, je veux partir. »« Rasseyez-vous, » ordonna le juge. L'interrogatoire dura 3 heures. Lambert tournait autour des mêmes questions, cherchant une faille, une contradiction. Mais Michel tenait bon, il répétait la même chose. Il était allé voir Jean-Pierre. Personne n'était là. Il était reparti, il était allé pêcher. Finalement, le juge le laissa partir, mais il ordonna une perquisition complète de sa maison. Le lendemain, une équipe de gendarmes fouilla la bicoque de Michel de fond en comble. Ils retournèrent les matelas, vidèrent les placards, sondèrent les murs, creusèrent même dans le jardin. Rien, pas de vêtements d'enfant, pas de jouets, aucune trace de Thomas. Michel les regardait faire, adossés contre le mur, les bras croisés, un sourire amer aux lèvres. « Vous perdez votre temps, disait-il. » Pendant ce temps, l'affaire commençait à faire du bruit. Les journalistes débarquèrent à Saint-Rémy-des-Bois, des types de Paris, de Strasbourg, même de Belgique. Ils plantèrent leurs caméras devant la ferme Morel. Ils interviewèrent les villageois. Claudine fit une conférence de presse dans la salle des fêtes. Elle portait une robe noire, les cheveux tirés en arrière, le visage ravagé par les larmes. Elle montra une photo de Thomas. « Mon fils est quelque part, dit-elle d'une voix brisée. Quelqu'un sait où il est. Je vous en supplie, rendez-le-moi. » Les journaux du lendemain titrèrent « L'affaire des Vosges ». François publia la photo de Thomas en une. Le Parisien lança un appel à témoins. Le juge Lambert donna une interview. « C'est une enquête difficile, dit-il. Nous explorons toutes les pistes. Mais je peux vous assurer que nous retrouverons cet enfant. Vivant ou mort, nous saurons ce qui s'est passé. » 13 septembre, 1 semaine après la disparition. Un garde forestier trouva quelque chose accroché à une branche, au bord d'un sentier, à 5 kilomètres de la ferme Morel. Une petite veste bleue. Claudine la reconnut immédiatement. C'était celle de Thomas, celle qu'il portait le jour de sa disparition. Le juge fit analyser la veste. Pas de sang, pas de déchirure, juste de la boue et des feuilles. Comme si on l'avait accrochée là volontairement, pour qu'on la trouve. Un message. Mais quel message? 15 septembre 1984. Une deuxième lettre arriva, toujours sans timbre, déposée directement dans la boîte. Cette fois, pas de demande d'argent, juste une phrase tapée à la machine. « Vous ne le reverrez jamais. C'est votre faute. »
Claudine lut ces mots et s'effondra. Jean-Pierre appela immédiatement le juge Lambert. Celui-ci fit venir un expert en graphologie et en dactylographie. L'expert examina les 2 lettres sous une loupe. « Intéressant, dit-il. Ces 2 lettres n'ont pas été tapées sur la même machine. La première a été tapée sur une Olivetti, probablement des années 60. On voit le défaut du « E » qui monte légèrement. La deuxième sur une Remington, plus récente. » Le juge fronça les sourcils. « 2 machines différentes, ça veut dire quoi? » « Soit il y a 2 personnes, répondit l'expert, soit une seule personne qui a accès à plusieurs machines à écrire. » Le juge réfléchit. Dans un village de 50 habitants, qui possédait une machine à écrire? La mairie, bien sûr, le cabinet médical du docteur Bernard et probablement M. Durand chez lui. Il fallait vérifier, discrètement. Lambert demanda au brigadier Morel de dresser une liste de tous les propriétaires de machines à écrire dans le canton. Le brigadier revint avec 11 noms. Parmi eux, Michel Roche. Il avait une vieille Olivetti, héritée de son père qui était comptable. Le juge ordonna une saisie. Mais l'analyse montra que ce n'était pas la bonne machine. Le défaut du « E » était différent. Les jours passaient. Chaque matin, Claudine se réveillait avec l'espoir que ce serait le jour où on retrouverait Thomas. Chaque soir, elle s'endormait avec une douleur de plus au cœur. Elle ne mangeait plus, ne dormait plus. Elle errait dans la ferme comme un fantôme, touchant les jouets de son fils, respirant l'odeur de ses vêtements. Jean-Pierre essayait de rester fort, mais il s'effondrait la nuit, quand personne ne le voyait. Il pleurait dans la grange, assis sur une botte de foin, le visage entre les mains. Pourquoi? Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Dans le village, l'atmosphère devenait lourde, oppressante. Les gens se regardaient avec méfiance, chacun suspectait son voisin. On ne se parlait plus que pour échanger des rumeurs. « T'as vu comment Michel Roche nous regardait à l'église dimanche? Et la façon dont le fils Laurent a détourné les yeux quand Claudine est passée? Et ce type qu'on ne connaît pas, celui qui a loué la vieille ferme des Mathieu? » Les gendarmes recevaient des dizaines d'appels par jour, des dénonciations anonymes, des accusations sans preuve. Un tel avait un comportement bizarre, un tel avait été vu près de la forêt, un tel avait déjà eu des ennuis avec la justice. 19 septembre, 4e lettre. Cette fois, elle était manuscrite. Une écriture tremblante, comme celle d'une personne âgée ou très malade. Ton fils a pleuré avant de mourir, il t'appelait, mais tu n'étais pas là. Claudine hurla en lisant ces mots, elle déchira la lettre, puis la ramassa, paniquée, réalisant que c'était une preuve. Le juge Lambert la fit reconstituer. L'expert examina l'écriture. « Impossible de dire qui a écrit ça, dit-il, c'est volontairement déguisé. La personne a écrit avec la main gauche alors qu'elle est droitière, ou inversement, c'est du travail de professionnel, ou de quelqu'un de très intelligent. » Le juge Lambert prit une décision. Il fit installer des écoutes téléphoniques chez les Morel. Il fit surveiller le courrier. Chaque lettre qui entrait ou sortait du village était ouverte, lue, photocopiée. C'était illégal sans autorisation du procureur, mais Lambert s'en fichait. 22 septembre, 23h12. Le téléphone sonna chez les Morel. Jean-Pierre décrocha. Une voix d'homme, grave, déformée, comme si elle passait à travers un tissu. « Cherchez la rivière Vologne, près du vieux pont, vous trouverez ce que vous cherchez. » Clic. Jean-Pierre resta figé, le combiné contre l'oreille. Puis il appela le brigadier. 1 heure plus tard, une équipe de gendarmes avec des torches fouillait les berges de la Vologne. Ils ne trouvèrent rien. Mais le juge Lambert savait maintenant une chose. Celui qui avait appelé connaissait la région. Il connaissait le vieux pont. Il était d'ici.
Le lendemain matin, le juge convoqua tout le village à la mairie. Une réunion publique. 53 habitants entassés dans la petite salle. Le juge monta sur l'estrade. Il regarda ses visages fermés, ses yeux qui fuyaient. « Quelqu'un parmi vous sait quelque chose, dit-il lentement. Quelqu'un sait où est cet enfant. Et ce quelqu'un va parler. Parce que je ne lâcherai pas cette affaire, jamais. Même si ça me prend 10 ans, 20 ans, je découvrirai la vérité. » Le silence était total, personne ne bougeait. Puis, au fond de la salle, une vieille femme se leva. C'était Madame Petit, 82 ans, la doyenne du village. Elle pointa un doigt tremblant vers Monsieur Durand, le maire. « Lui, dit-elle d'une voix chevrotante, demandez-lui où il était jeudi soir. Demandez-lui ce qu'il faisait près de la rivière. » La salle explosa en murmures. 16 octobre 1984, 40 jours exactement après la disparition. Le matin se levait froid sur la Vologne, cette rivière qui serpentait entre les collines comme une veine sombre. Marcel Thibault, pêcheur du village de l'Épange, installait ses lignes près du vieux pont, quand il vit quelque chose flotter contre les roseaux. D'abord, il crut que c'était un sac poubelle, puis il s'approcha et son cœur s'arrêta. Un corps, un petit corps d'enfant, flottant face contre l'eau, les bras et les jambes attachés avec de la corde bleue. Marcel courut jusqu'à la cabine téléphonique la plus proche. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit laisser tomber les pièces. Les gendarmes arrivèrent en 15 minutes. Le brigadier Morel descendit sur la berge, accompagné du juge Lambert. Ils sortirent le corps de l'eau avec précaution. C'était bien un enfant, 4 ans environ, cheveux blonds, vêtu d'un pullover rouge et d'un pantalon de velours marron, les mains liées dans le dos, les pieds attachés ensemble. Le visage était pâle, gonflé par l'eau, mais reconnaissable. Le juge Lambert ferma les yeux une seconde. Il savait déjà, mais il fallait une identification formelle. « Il faut prévenir les parents », dit-il au brigadier. Morel hocha la tête, le visage gris. Il connaissait Claudine depuis qu'elle était petite. Il avait dansé à son mariage. Comment allait-il lui dire ça? Ils arrivèrent à la ferme Morel vers 10 heures. Claudine était dans la cuisine. Elle préparait du café, comme tous les matins, par automatisme. Jean-Pierre était dans la grange. Quand elle vit le brigadier et le juge descendre de voiture, elle comprit. Elle lâcha la cafetière qui se brisa sur le carrelage. « Non, murmura-t-elle, non, non, non. » Elle sortit en courant pieds nus dans la cour froide. « Dites-moi que ce n'est pas lui. Dites-moi que ce n'est pas mon bébé. » Le juge Lambert s'approcha. Il avait fait ce genre d'annonce des dizaines de fois dans sa carrière, mais jamais ça ne devenait plus facile. « Madame Morel, dit-il doucement, nous avons trouvé un corps dans la Vologne. Nous pensons que c'est Thomas, mais nous avons besoin que vous veniez identifier. » Le trajet jusqu'à la morgue d'Épinal fut le plus long de Claudine. Elle était assise à l'arrière de la voiture du juge. Jean-Pierre serrait sa main si fort qu'elle avait mal, mais elle ne disait rien. Elle ne pleurait même pas. Elle était au-delà des larmes, dans un endroit vide et silencieux où plus rien ne pouvait l'atteindre. À la morgue, le médecin légiste les fit entrer dans une pièce carrelée de blanc. « Vous êtes sûr de vouloir le voir ?» demanda-t-il. Claudine hocha la tête. Le médecin souleva le drap. Claudine regarda le visage de son fils. Ses yeux fermés, ses cheveux collés sur son front, sa peau si blanche. Elle tendit la main et caressa sa joue, froide, si froide. « C'est lui, dit-elle, d'une voix blanche. C'est mon Thomas. » Puis elle s'effondra, ses jambes ne la portaient plus.
Jean-Pierre la rattrapa, mais lui aussi tombait. Ils s'écroulèrent ensemble sur le sol froid de la morgue, agrippés l'un à l'autre, pleurant comme des enfants. Le médecin légiste sortit discrètement. Il avait vu beaucoup de chagrin dans ce métier, mais celui-là, il ne l'oublierait jamais. L'autopsie fut réalisée le jour même. Le docteur Roussel, médecin légiste d'Épinal, travailla pendant 6 heures. Ses conclusions furent nettes. L'enfant était mort par noyade. Les poumons étaient pleins d'eau, mais il avait été vivant quand on l'avait jeté à l'eau. Les marques sur les poignets et les chevilles montraient qu'il s'était débattu. L'heure de la mort pouvait être estimée entre 18 h et 20 h le jeudi 6 septembre, le jour même de sa disparition. Donc, il n'avait pas été séquestré. Il n'avait pas souffert pendant des jours. C'était la seule consolation, maigre, terrible. Le docteur Roussel nota autre chose. Des traces de coups sur les bras, pas violents, plutôt comme si on l'avait attrapé, maintenu de force. Et dans ses cheveux, des fibres textiles, bleues, probablement d'une couverture ou d'un vêtement. Le juge Lambert fit analyser les fibres. Elles correspondaient à une couverture militaire standard, du type qu'on trouvait dans n'importe quel surplus. Impossible de remonter une piste avec ça. La corde qui avait servi à attacher l'enfant était plus intéressante. Une corde en nylon tressé, bleu, de fabrication industrielle. Diamètre 8 mm. Le juge fit le tour de toutes les quincailleries du département. Il y en avait 13 qui vendaient ce type de corde. Et parmi les clients de ces 13 magasins, il y avait Monsieur Durand. Il avait acheté 50 mètres de cette corde exactement 3 semaines avant la disparition, pour attacher des bâches sur ma grange, avait-il dit au vendeur. Le juge Lambert fit saisir tous les rouleaux de corde restants chez M. Durand. L'analyse montra que la corde trouvée sur le corps de Thomas venait du même lot, même fabricant, même numéro de série. Le juge convoqua immédiatement le maire. Monsieur Durand arriva avec son avocat, Maître Renaud, un grand type de Paris avec des cheveux gominés et un costume à 3000 francs. L'interrogatoire eut lieu dans le bureau du juge à Épinal. « Vous confirmez avoir acheté cette corde ?» demanda le juge en montrant le reçu de la quincaillerie. « Oui, » répondit Durand calmement, « je l'ai acheté pour mon usage personnel. Où est le reste de la corde ? À la ferme, dans la grange. Nous avons cherché. Il n'y a pas de corde dans votre grange. » Durand fronça les sourcils. « C'est impossible, elle doit y être, ou alors quelqu'un l'a prise. » Le juge posa une photo sur le bureau. La corde trouvée sur le corps de Thomas. Vous reconnaissez ? Durand regarda la photo. Son visage ne trahissait rien. Ça ressemble à celle que j'ai achetée, mais je n'ai rien à voir avec cette horreur. Où étiez-vous le jeudi 6 septembre entre 16 h et 20 h ? À la mairie, j'avais une réunion avec le conseil municipal. Nous avons les procès-verbaux. Quelle heure ? De 14 h à 17 h 30. Ensuite, je suis rentré chez moi. Quelqu'un peut confirmer ? Ma femme. Le juge nota. Ensuite, il sortit autre chose du dossier. Le témoignage de Madame Petit. Elle vous a vu près de la rivière ce soir-là. Madame Petit a 82 ans, répondit l'avocat. Elle confond les jours. Ce témoignage ne vaut rien. Le juge ignora l'avocat. Il fixait Durand dans les yeux. Êtes-vous déjà allé près du vieux pont sur la Vologne ? Bien sûr, je chasse dans ce secteur. Et le 6 septembre ? Non, j'étais chez moi. Le juge Lambert fit une pause. Puis, il posa la question qu'il gardait pour la fin. Monsieur Durand, en 1963, vous avez été mis en examen pour attentat à la pudeur sur mineur. L'affaire a été classée. Pouvez-vous m'expliquer ? L'avocat se leva d'un bond. « Objection, cette affaire est close depuis 20 ans, elle n'a aucun rapport. » Le juge ne leva même pas les yeux. « Asseyez-vous, maître, j'ai le droit de poser toutes les questions que je juge utiles. » Durand était devenu pâle. « C'était une accusation mensongère, dit-il d'une voix tendue. Ma nièce m'avait menti, elle a retiré sa plainte. »
Parce qu'on l'a forcé à la retirer, répliqua le juge. Parce que vous étiez notable, parce que la gendarmerie n'a pas voulu faire de vagues. Mais moi, monsieur Durand, je ne suis pas la gendarmerie locale. Et je vais faire toutes les vagues nécessaires. 17 octobre 1984, le lendemain de l'autopsie. Toute la France pleurait avec Claudine. Les télévisions montraient en boucle la photo de Thomas, son sourire d'enfant, ses cheveux blonds. Les journaux titraient « Horreur dans les Vosges ». Un pays entier réclamait justice. Les obsèques eurent lieu à l'église de Saint-Rémy-des-Bois. Il y avait tellement de monde que la moitié des gens durent rester dehors. Des inconnus venus de toute la France, des mères avec leurs enfants dans les bras, des vieillards en larmes. Le curé célébra la messe d'une voix brisée. Le petit cercueil blanc était posé devant l'autel, couvert de roses blanches. Claudine était assise au premier rang, vêtue de noir, le visage caché derrière un voile. Elle ne pleurait plus. Elle n'avait plus de larmes. Monsieur Durand n'était pas là. Le juge Lambert lui avait interdit de quitter Épinal. Il était placé sous contrôle judiciaire, assigné à résidence dans un hôtel du centre-ville. Chaque jour, il devait se présenter au commissariat. Son avocat avait protesté. « C'est scandaleux, vous n'avez aucune preuve, mon client est un homme respecté. » Le juge avait répondu calmement. « Votre client possédait la corde qui a servi à tuer un enfant. Votre client a des antécédents. Votre client n'a pas d'alibi solide. Alors oui, il reste sous contrôle judiciaire jusqu'à ce que j'aie terminé mon enquête. » L'avocat était reparti furieux. Mais il savait que le juge avait raison sur un point. Les preuves étaient minces, insuffisantes pour une mise en examen, mais suffisantes pour détruire une réputation. Dans le village, c'était l'explosion. Les habitants se divisaient en deux camps. Ceux qui défendaient M. Durand. C'est impossible, pas lui, il est maire depuis 23 ans, il a toujours été irréprochable, c'est un coup monté. Et puis, il y avait les autres, ceux qui murmuraient. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il regardait les enfants bizarrement. Tu te souviens de cette histoire avec sa nièce? Où il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de feu. Le docteur Bernard restait neutre. Il venait voir Claudine tous les jours, lui apportait des calmants, vérifiait qu'elle mangeait un peu. « Vous devez tenir, lui disait-il, pour Jean-Pierre, pour la justice. » Claudine le regardait avec des yeux vides. « La justice, docteur, quelle justice? Mon fils est mort. » Le juge Lambert continuait de creuser. Il interrogea tous les membres du conseil municipal qui étaient à la réunion du 6 septembre. Tous confirmèrent. Monsieur Durand était bien là, de 14h à 17h30. Mais après, qu'avait-il fait après? Le juge interrogea Madame Durand, l'épouse, une femme élégante d'une 60aine d'années, toujours parfaitement coiffée, toujours souriante. Mais ce jour-là, dans le bureau du juge, elle n'était plus souriante. « Vous confirmez que votre mari est rentré directement après la réunion du conseil? » « Oui. » « À quelle heure? » « Vers 18h. » « Il a dîné? » « Oui. » « À quelle heure? » « 19h30, comme toujours. » « Qu'a-t-il fait entre 18h et 19h30 » « Il était dans son bureau. Il lisait des dossiers. » Le juge nota. « Vous l'avez vu dans son bureau? » « Eh bien non, j'étais à la cuisine, mais je sais qu'il était là. » « Comment le savez-vous si vous ne l'avez pas vu? » Madame Durand hésita pour la première fois. « Parce que c'est ce qu'il fait toujours. Il rentre, il va dans son bureau, il lit ses dossiers. » Le juge se pencha en avant. « Mais ce soir-là, vous ne l'avez pas vu. Donc vous ne pouvez pas certifier qu'il était là. » Madame Durand baissa les yeux. « Non, » admit-elle dans un souffle. « Je ne peux pas certifier. » Le juge Lambert tenait quelque chose. Il convoqua à nouveau Durand. Cette fois, l'interrogatoire fut plus dur. « Votre femme ne peut pas confirmer votre présence chez vous entre 17h30 et 19h30. Où étiez-vous réellement? » « J'étais chez moi, » répéta Durand, « dans mon bureau. »
Vous avez téléphoné, reçu des appels, vu quelqu'un? Non. Donc personne ne peut confirmer. Durand serra les mâchoires. Je n'ai pas besoin qu'on confirme. Je sais où j'étais. Le juge sortit un nouveau document. Nous avons retrouvé des fibres sur le corps de l'enfant, des fibres de laine. Nous avons aussi retrouvé les mêmes fibres dans le coffre de votre voiture. Durand devint blanc. C'est impossible, je n'ai jamais transporté cet enfant. Pourtant, les analyses sont formelles, fibres identiques. Le juge mentait. Les fibres n'étaient pas identiques. Elles étaient similaires, mais pas assez pour être une preuve. Mais il voulait voir la réaction de Durand. Et la réaction était éloquente. « Je veux un avocat, dit Durand. J'arrête de répondre. » « Vous avez le droit, répondit le juge. Mais vous savez ce que pensent les gens quand un suspect refuse de parler. Durand se leva. Vous essayez de me piéger. Vous cherchez un coupable facile, quelqu'un de connu, pour calmer l'opinion publique. Mais vous vous trompez, je n'ai rien fait. Le juge le regarda partir. Puis il appela le brigadier Morel. Fouille complète de la propriété Durand. La maison, la grange, le jardin, cherchez la corde manquante, cherchez n'importe quoi qui pourrait le relier à l'enfant. La perquisition eut lieu le lendemain. 15 gendarmes passèrent la propriété au peigne fin. Dans la grange, derrière des vieilles caisses, ils trouvèrent quelque chose. Un bout de corde bleue, 3 mètres environ, coupé aux 2 bouts. Le juge fit analyser la corde, même fabricant, même lot que celle trouvée sur Thomas. Durand fut convoqué immédiatement. « Comment expliquez-vous cette corde dans votre grange, alors que vous disiez qu'il n'y en avait plus? Je vous ai dit que quelqu'un avait dû la prendre. Apparemment, il en avait laissé un bout. Qui aurait pu prendre cette corde? Je ne sais pas, n'importe qui. Mes granges ne sont pas fermées à clé. » Le juge hocha la tête. Très pratique. Quelqu'un entre chez vous, prend votre corde, tue un enfant avec et vous remet un bout de corde pour vous incriminer. Vous trouvez ça crédible? Durand ne répondit pas. Son avocat prit la parole. Monsieur le juge, si mon client était coupable, pourquoi aurait-il gardé la corde chez lui? C'est absurde. Justement, répondit le juge, parce qu'il pensait que personne n'oserait fouiller chez le maire. 20 octobre, le juge Lambert prit une décision. Il plaça Monsieur Durand en garde à vue. 48 heures. Le scandale éclata. Le préfet appela le juge. « Vous êtes sûr de ce que vous faites, Lambert? Durand a des amis très haut placés. Si vous vous trompez, votre carrière est finie. » « Je ne me trompe pas, répondit le juge, et ma carrière m'importe moins que la vérité. Monsieur Durand passa 2 jours dans une cellule du commissariat d'Épinal. 2 jours à répéter la même chose. Je suis innocent, vous faites une erreur. Au bout de 48 heures, le juge dut le relâcher. Pas assez de preuves pour une mise en examen formelle. Mais le mal était fait. Le notable respecté était devenu le suspect numéro 1, et toute la France le savait. 20 octobre 1984, l'affaire faisait la une de tous les journaux. Mais ce n'était plus seulement l'histoire d'un enfant disparu, c'était devenu le symbole de quelque chose de plus grand. La corruption dans les petits villages, le pouvoir des notables, l'incompétence des autorités locales. Un journaliste du Monde publia une enquête dévastatrice. Titre « Les 40 jours de silence qui ont tué Thomas ». L'article détaillait toutes les erreurs de la gendarmerie, les premiers témoignages ignorés, les pistes non suivies, les conflits d'intérêts. Et surtout, le lien entre le brigadier Morel et Monsieur Durand. Car on apprit que le brigadier Morel était le cousin au 3e degré de l'épouse de Durand. Pas assez proche pour être illégal, mais assez pour poser des questions. Le journaliste avait interrogé des habitants. Sous couvert d'anonymat, il racontait
Le brigadier fermait les yeux sur beaucoup de choses. Des accidents de chasse louches, des héritages contestés, des violences conjugales. Tant que ça restait entre nous, tant que ça ne faisait pas de vagues, la gendarmerie était là pour maintenir l'ordre, pas pour chercher la vérité. Un ancien gendarme, retraité, témoigna. J'ai travaillé 10 ans sous les ordres de Morel. Quand on avait un problème avec quelqu'un d'important, monsieur le maire ou le docteur, il nous disait toujours la même chose. On arrange ça entre nous. Pas besoin de faire remonter à Épinal. Le préfet ordonna une enquête interne. Une commission arriva de Nancy pour auditionner tout le personnel de la gendarmerie de Saint-Rémy-des-Bois. Les résultats furent accablants. Le rapport listait 15 dysfonctionnements graves dans l'enquête initiale. Premièrement, la perquisition chez Michel Roche avait été faite sans mandat en bonne et due forme. Deuxièmement, plusieurs témoins n'avaient jamais été entendus officiellement, leurs déclarations n'étaient pas dans le dossier. Troisièmement, la scène de la disparition, la cour de la ferme Morel, n'avait pas été sécurisée correctement. Des dizaines de gens avaient marché partout, détruisant d'éventuels indices. Quatrièmement, les lettres anonymes n'avaient pas été analysées immédiatement. Elles avaient été manipulées par plusieurs personnes avant d'être envoyées au laboratoire. Cinquièmement, le fourgon de Michel Roche n'avait pas été inspecté correctement. Pas de relevé d'empreintes, pas de prélèvement. Le brigadier Morel fut convoqué. Il se défendit. Nous avons fait ce que nous pouvions avec les moyens du bord. Nous ne sommes que 3 gendarmes pour tout le canton. On n'a pas les mêmes moyens qu'à Paris. Mais la commission ne fut pas convaincue. Vous avez attendu 12 heures avant de lancer les recherches officielles. Pourquoi? Parce qu'on pensait que l'enfant reviendrait. Ça arrive souvent. Vous n'avez pas interrogé M. Durand immédiatement alors qu'un témoin l'avait vu près de la rivière. Pourquoi? Parce que Madame Petit se trompe souvent de jour. On ne pouvait pas accuser le maire sur la parole d'une vieille dame confuse. Le président de la commission se pencha en avant. Ou alors, brigadier, vous ne vouliez pas accuser le maire parce que c'est votre parent. Le brigadier Morel devint rouge. Ce n'est pas mon parent, c'est le cousin de ma femme. Et alors, en quoi ça m'empêcherait de faire mon travail? En tout, répondit froidement le président. Vous auriez dû vous récuser. Vous auriez dû demander que l'enquête soit confiée à une brigade extérieure, mais vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Parce que je connais ce territoire, parce que je connais ces gens. Un flic de ville n'aurait rien compris. Le président referma son dossier. C'est exactement le problème, brigadier. Vous connaissez trop ces gens, et cette connaissance vous a aveuglé. Le brigadier Morel fut suspendu de ses fonctions le lendemain, en attendant les conclusions définitives de l'enquête. Claudine donna une interview à France Soir. Elle était dans sa cuisine, assise à la table où Thomas prenait son petit déjeuner. Derrière elle, on voyait les dessins de l'enfant accrochés au mur. « Qu'est-ce que vous ressentez quand vous apprenez toutes ces erreurs ?» demanda le journaliste. Claudine le regarda avec des yeux vides. « De la colère, dit-elle, une colère immense. Ils auraient pu le sauver, s'ils avaient cherché tout de suite, s'ils avaient pris au sérieux les témoignages, s'ils n'avaient pas protégé leurs amis notables. Mon fils serait encore vivant. Vous en voulez au brigadier Morel? Oui, et au maire, et au préfet, et à tous ceux qui ont fait passer leur petite vie tranquille avant la vie de mon enfant. » L'interview fit l'effet d'une bombe. Le soir même, une manifestation spontanée eut lieu à Saint-Rémy-des-Bois. 200 personnes, venues de tout le département, marchèrent jusqu'à la gendarmerie. Ils portaient des bougies et des photos de Thomas. Ils scandaient « Justice pour Thomas ! Vérité pour Thomas !» Le nouveau brigadier, envoyé de Épinal pour remplacer Morel, sortit pour les calmer. « Je vous promets, dit-il, que nous allons reprendre cette enquête depuis le début. Nous allons vérifier chaque élément. Et si des erreurs ont été commises, les responsables seront sanctionnés. » Mais la foule n'était pas satisfaite. Quelqu'un cria « On veut Durand! Arrêtez Durand !» Le ton montait.
Le juge Lambert, alerté, arriva sur place. Il monta sur les marches de la gendarmerie. Il leva les mains pour demander le silence. « Je comprends votre colère, dit-il, d'une voix forte. Je la partage. Mais la justice ne se fait pas dans la rue. Elle se fait dans un tribunal, avec des preuves, des témoignages, des procédures. Je vous demande de me faire confiance. Je ne lâcherai pas cette affaire. » Quelqu'un cria « Vous avez relâché Durand, vous le protégez comme les autres. » Le juge secoua la tête. « Je l'ai relâché parce que je n'avais pas assez de preuves pour le garder. Mais l'enquête continue, et s'il est coupable, il paiera. » La foule se dispersa lentement. Mais le message était clair. Les gens ne faisaient plus confiance aux autorités. 25 octobre. Une nouvelle information tomba. Un témoin se présenta spontanément. Un routier qui passait régulièrement dans la région. Il avait lu l'histoire dans les journaux et quelque chose lui était revenu. Le 6 septembre, vers 18h30, il avait vu une voiture arrêtée près du vieux pont sur la Vologne. Une grosse voiture noire. Une DS Citroën. « Vous êtes sûr de l'heure » demanda le juge. « Certain. J'ai un planning strict. Je passe toujours à cette heure sur cette route. Vous avez vu qui était dans la voiture ? J'ai vu un homme, grand, cheveux gris. Il portait quelque chose, un gros paquet enveloppé dans une couverture. » Le juge sentit son cœur battre plus vite. « Vous pourriez reconnaître cet homme » Le témoin hocha la tête. « Je crois, oui. » Le juge organisa une confrontation. Il fit venir 10 hommes de la même carrure, cheveux gris, habillés de façon similaire. Monsieur Durand était parmi eux. Le routier les regarda un par un. Puis, il pointa son doigt. « Lui, c'est lui que j'ai vu. » Il désignait Monsieur Durand. Le juge Lambert avait enfin son témoin oculaire. Le lendemain, il signa un mandat d'arrêt. Monsieur Durand fut placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Épinal. Son avocat hurla au scandale. Ce témoin se trompe. Il a vu l'accusation dans les journaux. Son témoignage est pollué. Mais le juge ne céda pas. Cette fois, il tenait quelque chose. Le notable allait tomber. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Novembre 1984. Monsieur Durand était en prison depuis 2 semaines. Mais Claudine ne se sentait pas soulagée. Quelque chose la rongeait. Une intuition, un doute. Elle ne pouvait pas croire que Durand avait agi seul. Dans un village où tout le monde connaît tout le monde, comment pouvait-on kidnapper un enfant, le tuer, jeter son corps dans une rivière, sans que personne ne voie rien, sans que personne ne sache rien ? Elle décida de mener sa propre enquête. Elle créa une association, Parents et Amis des Victimes des Vosges, PAVV. L'objectif, aider les familles de victimes, mais aussi chercher la vérité quand la justice officielle échouait. Elle ne faisait plus confiance au système. Claudine commença à parler aux gens, pas aux notables, pas aux autorités, aux petites gens. Les femmes de ménage, les ouvriers, les retraités, ceux qui voyaient tout mais ne disaient rien parce qu'on ne leur demandait jamais leur avis. Elle allait les voir chez eux, avec du café et des gâteaux. Elle s'asseyait dans leur cuisine et elle les écoutait. Et lentement, comme une tapisserie qui se révèle fil par fil, la vérité commençait à apparaître. Madame Petit, la vieille dame qui avait témoigné contre Durand, lui raconta plus. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait le maire près de la rivière avec des enfants. Il y a 3 ans, j'ai vu sa voiture garée près du vieux pont. C'était un dimanche après-midi. Il y avait un petit garçon avec lui, le fils des Martin, je crois. Pourquoi vous n'avez rien dit ? Madame Petit baissa les yeux. Parce que personne ne me croirait. Une vieille folle contre le maire. Et puis, peut-être que je me trompais. Peut-être qu'ils étaient juste en promenade. Claudine prit note.
Madame Girard, qui tenait l'épicerie du village, avait aussi quelque chose à dire. Le docteur Bernard venait souvent acheter des bonbons, beaucoup de bonbons, bien plus que pour sa propre consommation, des bonbons que les enfants aimaient. Je me suis toujours demandé pourquoi. Il n'a pas d'enfants ni de petits-enfants. Une institutrice à la retraite se confia. Il y a 15 ans, j'ai eu un élève qui se comportait bizarrement. Il pleurait souvent, il ne voulait plus aller chez son oncle le week-end. J'en ai parlé à la directrice. Elle m'a dit de me mêler de mes affaires, que les problèmes de famille, ce n'était pas notre rôle. Peu à peu, Claudine réalisait l'ampleur du silence. Ce n'était pas un ou deux secrets. C'était une culture entière, une façon de vivre où on ne disait rien, où on ne voyait rien, où on protégeait la façade. Derrière les volets clos, chaque famille gardait ses hontes, ses violences, ses abus. Et le village entier formait un mur de silence pour que rien ne sorte. Parce que si on commençait à parler, où est-ce qu'on s'arrêterait? Combien de familles respectables s'effondreraient? Combien de réputations seraient détruites? Alors on se taisait, on regardait ailleurs, on laissait faire. Claudine compila tous ces témoignages dans un dossier. Elle l'apporta au juge Lambert. Le juge lut le dossier en une nuit. Le lendemain matin, il convoqua Claudine. « Madame Morel, dit-il gravement, ce que vous avez rassemblé ici est important. Mais ce ne sont que des témoignages indirects, des rumeurs, des impressions, rien de concret qui pourrait être utilisé devant un tribunal. » Claudine se pencha en avant. « Monsieur le juge, ces gens ont peur. Ils ne témoigneront jamais officiellement. Mais ils savent. Tout le monde savait que quelque chose n'allait pas dans ce village. Tout le monde fermait les yeux. Et c'est pour ça que mon fils est mort. » Le juge hocha lentement la tête. « Je comprends, mais la loi exige des preuves, pas des intuitions. » Claudine sentit la colère monter. « Alors, votre loi est insuffisante. Votre loi protège les puissants et abandonne les faibles. » Décembre 1984. Un événement inattendu. Michel Roche demanda à voir Claudine. Elle hésita. Michel, le cousin bizarre, le suspect initial. Pourquoi voulait-il la voir? Mais sa curiosité l'emporta. Elle accepta. Ils se rencontrèrent dans un café de Épinal, avec l'avocat de Claudine présent comme témoin. Michel avait l'air encore plus émacié que d'habitude. Ses mains tremblaient quand il alluma une cigarette. « Je veux vous dire quelque chose, commença-t-il. Quelque chose que je n'ai dit à personne. » Claudine attendit. « Le 6 septembre, continua Michel, j'étais bien près de votre ferme. Mais je n'ai pas enlevé Thomas. J'ai vu quelque chose. » « Quoi » demanda Claudine, le cœur battant. « J'ai vu une voiture arriver, une grosse voiture noire. Elle s'est garée devant votre portail. Un homme en est sorti. Il a regardé autour de lui, puis il est entré dans votre cour. Quelques minutes après, il est ressorti. Il portait quelque chose, un enfant, je crois, enveloppé dans une couverture. Il l'a mis dans le coffre et il est parti. « Pourquoi vous n'aviez rien dit » cria Claudine. « Mon fils serait encore vivant. » Michel baissa la tête. « Parce que j'avais peur. Cet homme, c'était Monsieur Durand. Et Durand m'avait menacé il y a 2 ans. Il savait que j'avais volé du bois sur ses terres. Il m'avait dit que si je parlais, il me ferait enfermer pour de bon. Alors je me suis tu. Et après, quand j'ai su que l'enfant avait disparu, j'avais encore plus peur. Si je témoignais, tout le monde dirait que c'était moi, que j'en vantais pour me disculper. » L'avocat de Claudine prit des notes fébrilement. « Vous êtes prêt à témoigner officiellement » Michel hocha la tête. « Oui. Je ne peux plus vivre avec ça. »
Ce témoignage changea tout. Le juge Lambert rouvrit l'instruction. Avec le témoignage du routier et celui de Michel, il avait 2 témoins indépendants qui plaçaient Durand sur les lieux avec l'enfant. C'était solide, très solide. Durand fut à nouveau interrogé. Face à ces témoignages, il ne pouvait plus nier. Mais il continuait de prétendre qu'il était innocent. « Ils mentent !» cria-t-il. « Michel me déteste à cause de son cousin. Le routier se trompe, je n'étais pas là. » Son avocat essaya de démonter les témoignages. Mais cette fois, c'était trop. Le juge signa une mise en examen formelle pour enlèvement et meurtre d'un mineur de moins de 15 ans. Le procès fut fixé pour juin 1985. 8 mois de préparation. Claudine vécut ces 8 mois dans l'attente. Chaque jour était une éternité. Elle visitait la tombe de Thomas tous les matins. Elle lui parlait, lui racontait ce qui se passait. « Bientôt, mon bébé, bientôt il paiera, bientôt tu auras justice. » Mais au fond d'elle, un doute subsistait. Durand était-il vraiment le seul coupable? Ou était-il juste le bouc émissaire commode, celui qu'on sacrifiait pour sauver les apparences? Elle pensait à tous ces témoignages qu'elle avait recueillis, à tous ces gens qui savaient mais ne disaient rien, à cette culture du silence qui avait permis que son fils soit enlevé en plein jour, tué, jeté dans une rivière, sans que personne ne bouge. Non, Durand n'était pas seul. Le village entier était coupable. Coupable de silence, de lâcheté, de complicité passive. Mais comment juger un village? Juin 1985. Le procès de M. Durand s'ouvrit au tribunal d'Épinal. La salle était bondée. Des centaines de personnes attendaient dehors, espérant entrer. Les caméras de télévision étaient installées sur le parvis. Toute la France suivait. Claudine était assise au premier rang avec Jean-Pierre. Elle portait la même robe noire qu'aux obsèques de Thomas. Elle serrait dans sa main un mouchoir brodé avec les initiales de son fils. Le président du tribunal, un homme d'une 60aine d'années avec une voix grave, ouvrit la session. « Monsieur Durand, vous êtes accusé d'enlèvement et de meurtre sur la personne de Thomas Morel, mineur de 4 ans. Comment plaidez-vous » Durand se leva. Il portait un costume sombre, une cravate noire. Il avait maigri en prison. « Non, coupable, dit-il, d'une voix ferme. Je suis innocent. » Le procureur présenta les preuves. La corde trouvée chez Durand, identique à celle qui avait servi à attacher l'enfant. Le témoignage du routier qu'il avait vu près de la rivière. Le témoignage de Michel qu'il avait vu enlever l'enfant. Les fibres retrouvées dans son coffre. L'ancien dossier d'attentat à la pudeur. Tout concordait. Durand écoutait, le visage de marbre. Son avocat, maître Renaud, contre-attaqua. La corde, n'importe qui aurait pu la prendre dans la grange de M. Durand. Le routier, il a vu les photos dans les journaux avant l'identification. Son témoignage est pollué. Michel Roche, un homme instable, avec un casier judiciaire, qui en veut à la famille Morel. Les fibres, elles sont similaires, pas identiques. L'ancien dossier, classé sans suite, une accusation mensongère. Le procès dura 3 semaines. Témoins après témoins défilèrent à la barre. Des habitants de Saint-Rémy-des-Bois vinrent défendre Durand. Monsieur le maire est un homme bon, il a toujours aidé le village. C'est impossible qu'il ait fait ça. D'autres vinrent l'accuser. Il avait un comportement étrange avec les enfants. Il leur offrait toujours des bonbons, il les invitait chez lui. Le docteur Bernard témoigna pour la défense. « J'ai connu Monsieur Durand toute ma vie. Ce n'est pas un criminel. » Claudine fut appelée à la barre. Elle raconta le 6 septembre, le coup de téléphone, les 3 minutes, le portail ouvert. Elle pleurait en parlant. Quand elle eut fini, le président lui demanda « Madame Morel, pensez-vous que l'accusé est coupable ?» Claudine regarda Durand dans les yeux. «
Je ne sais pas, dit-elle. Peut-être, mais coupable ou pas, il n'est pas seul. Tout le village est coupable, tous ceux qui ont vu et qui ont tué. Le 28 juin, après 3 jours de délibération, le jury rendit son verdict. La salle était dans un silence de mort. Le président lut le verdict d'une voix solennelle. Sur l'accusation d'enlèvement de mineurs, le jury a délibéré. Verdict non coupable. Sur l'accusation de meurtre sur mineur, le jury a délibéré. Verdict non coupable. Un cri s'éleva dans la salle. « Non, c'est impossible !» Claudine s'était levée, tremblante. Le président frappa avec son marteau. « Silence! L'accusé est acquitté faute de preuves suffisantes. » Durand ferma les yeux. Son avocat lui serra la main. Mais il n'y avait pas de joie sur son visage, juste de l'épuisement. Claudine sortit du tribunal en courant. Elle ne pouvait plus respirer. Dehors, les journalistes se précipitèrent. « Madame Morel, que ressentez-vous » Elle les regarda avec des yeux fous. « Justice » cria-t-elle. « Vous parlez de justice. Il n'y a pas de justice. » Les mois suivants furent terribles pour Claudine. Elle sombra dans la dépression. Elle ne sortait plus de chez elle. Jean-Pierre essayait de la soutenir, mais lui aussi était brisé. Leur couple ne résista pas. Ils divorcèrent 1 an après le procès. Jean-Pierre quitta la région. Claudine resta seule dans la ferme. Monsieur Durand ne revint jamais à Saint-Rémy-des-Bois. Même acquitté, il était marqué. L'opinion publique l'avait condamné. Il démissionna de son poste de maire. Il vendit toutes ses propriétés. Il partit vivre dans le sud, loin des Vosges, loin de tout. Il mourut 10 ans plus tard, d'une crise cardiaque, seul dans un appartement de Nice. L'affaire ne fut jamais résolue. Le dossier resta ouvert. De temps en temps, un nouveau juge le rouvrait, cherchait de nouvelles pistes, mais rien ne venait. Claudine continua son association. PAVV grandit, s'étendit à toute la France. Elle aida des centaines de familles de victimes. Elle devint une militante reconnue, invitée dans les émissions de télévision, consultée par le ministère de la Justice. Elle se battit pour changer les lois, pour mieux protéger les enfants, pour obliger les témoins à parler. Mais elle ne se remaria jamais. Elle ne quitta jamais la ferme. Tous les 6 septembre, jour anniversaire de la disparition de Thomas, elle allait à la rivière Vologne, au vieux pont. Elle déposait des fleurs blanches dans l'eau. Elle restait là des heures, regardant la rivière couler, emportant ses fleurs vers la mer. 30 ans passèrent. Le dossier était toujours ouvert. Mais Claudine vieillissait. Elle savait qu'elle ne connaîtrait probablement jamais la vérité. Octobre 2014, 30 ans exactement après la découverte du corps. Claudine avait 68 ans maintenant. Ses cheveux étaient blancs, son dos courbé. Mais elle était toujours là, au bord de la Vologne, avec ses fleurs. Un homme s'approcha, vieux, peut-être 85 ans, marchant avec une canne. « Madame Morel » dit-il. Elle se retourna, elle ne le reconnut pas immédiatement. Puis elle vit les yeux, ses yeux bleus, enfoncés. Michel Roche, il avait tellement vieilli. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-elle froidement. Michel s'appuya sur sa canne. « Je vais mourir bientôt » dit-il. « Le cancer, 3 mois maximum. Avant de partir, je veux vous dire la vérité. » Quelle vérité? Celle que j'ai gardée toute ma vie, celle qui me ronge depuis 30 ans. Claudine sentit son cœur battre plus fort. Michel respira profondément. Ce jour-là, j'ai menti. J'ai bien vu Durand enlever votre fils. Mais ce n'est pas tout. J'ai vu où il allait. Je l'ai suivi jusqu'au vieux pont. J'ai vu ce qu'il a fait, et je n'ai rien fait pour l'arrêter. « Pourquoi » cria Claudine. « Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté »
Michel baissa la tête. Parce que j'avais peur, parce que j'étais lâche, parce que toute ma vie, j'ai été écrasé par ces gens, par les Durand, les notables, ceux qui avaient le pouvoir. Alors, quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit que ce n'était pas mon problème, que si je me mêlais de ça, j'allais être détruit. Alors, je suis parti, et votre fils est mort. Claudine le gifla, une gifle violente qui fit tomber les lunettes de Michel. « Comment osez-vous » hurla-t-elle. « Comment osez-vous me dire ça maintenant ?» Michel ramassa ses lunettes avec des mains tremblantes. « Je sais que vous ne me pardonnerez jamais. Je ne me pardonne pas moi-même. Mais je voulais que vous sachiez. Durand était coupable. Il a tué votre fils et je l'ai laissé faire. » Claudine pleurait, de rage, de douleur. Et maintenant, il est mort. La justice ne peut plus rien faire. Michel hocha la tête. Je sais, mais au moins, vous savez. La vérité ne vous rendra pas votre fils, mais au moins, vous ne vivrez plus dans le doute. Il fit demi-tour et s'éloigna lentement, appuyé sur sa canne. Claudine ne le rappela pas. Elle resta au bord de l'eau, ses fleurs à la main. La vérité. Après 30 ans, elle avait enfin la vérité. Mais Michel avait raison, ça ne changeait rien. Thomas était toujours mort, Durand était toujours mort. Michel allait mourir bientôt. Elle jeta ses fleurs dans la Vologne. Elles tourbillonnèrent un moment à la surface, puis furent emportées par le courant, comme la vie, comme le temps, comme la justice qui n'était jamais venue. Claudine rentra chez elle, dans la ferme où Thomas avait joué avec son camion rouge, où il avait ri, où il avait grandi pendant 4 années trop courtes. Elle s'assit dans la cuisine et regarda par la fenêtre. Dehors, le soleil se couchait sur les collines des Vosges. Ces collines qui gardaient tant de secrets derrière leurs forêts profondes. Ces villages où tout le monde connaissait tout le monde, mais où personne ne disait jamais rien. La France profonde, avec ses beautés et ses horreurs, ses solidarités et ses silences. Et Claudine comprit enfin. Il n'y aurait jamais de justice parfaite, il n'y aurait jamais de réponse à toutes les questions. Il y aurait juste la vie qui continuait, avec sa douleur, avec ses souvenirs, avec l'espoir peut-être qu'un jour, quelque part, dans un autre village, une autre mère ne connaîtrait pas la même tragédie, parce que les gens auraient appris à parler, appris à voir, appris à ne plus se taire. C'était tout ce qu'elle pouvait espérer, et c'était pour ça qu'elle continuerait à se battre jusqu'à son dernier souffle. Cette histoire est une œuvre de fiction inspirée par les tragédies réelles qui ont secoué la France dans les années 80.